Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 800, tout rond, sur CNews et Non-Stop People. Morandini Live, c'est chaque jour un autre regard sur l'info pour sortir du politiquement correct et des idées reçues. Voici le sommaire de ce jeudi 20 mai. À la une, un face-à-face dans un instant entre un ancien policier qui soutient la manifestation d'hier devant l'Assemblée nationale et une avocate qui affirme que cette démonstration de force revendicative est déplacée et que ce n'est pas le rôle des policiers. Ils vont en débattre en direct. Il faut dire qu'hier, il y avait un moment très attendu, c'était l'arrivée de Gérald Darmanin, un ministre au milieu des manifestants, c'est rare, surtout dans ce contexte, comme l'a rappelé TF1. Dans ce contexte, la venue inédite du ministre de l'Intérieur s'est accompagnée de quelques huées au début. Puis Gérald Darmanin est interpellé par certains policiers. Ça fait presque 30 ans que je suis dans la police et il ne faut pas dire qu'il y a 30 ans c'était pareil, c'est pas vrai. Les choses se dégradent. C'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Et puis également un témoignage exclusif dans cette émission, celui d'un jeune rappeur. Il était hier à la manif et contrairement à la majorité des rappeurs, lui soutient la police. Il est d'ailleurs menacé de mort pour ça. Il sera en direct avec nous dans cette émission. Mais auparavant, écoutez ce qu'il a dit hier lors de la manif. La France a son histoire. J'ai mon rôle à jouer. Faire réfléchir est mon devoir, même banni par la gloire, ouais. Je m'appelle Karim, j'aime la France et son décor. Mes prises de position m'ont valu de jolies menaces de mort. J'apporte une importance particulière aux métaphores. Libre de dire ce que je pense, je me tape de leur disque d'or. Mon pays est malade, je prends la température. Restant loin des caricatures, je vais soigner ses plaies, ses fractures. Rappeur, algérien et fier d'être français. À cause de mes pensées, il faut que tu saches qu'ils sont prêts à me défoncer. Né à la DAS, Marianne m'a appris le respect, la tolérance, de vivre ensemble, l'amour. Elle m'a donné la paix. Le rappeur algérien est fier d'être français, menacé parce qu'il soutient la police. Il sera en direct avec nous. Mais il y avait un absent hier, un absent lors de cette manif, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a eu des propos très violents contre ces policiers. Dans une conférence de presse, il a affirmé que cette manif était insupportable et factieuse. D'abord des militaires qui appellent leurs collègues d'Active à s'insurger, puis des policiers à la retraite qui appellent ceux d'Active à précéder les militaires dans les mauvaises actions, et puis maintenant, sous couvert d'un hommage aux policiers tués, une manifestation au caractère ostensiblement factieux, en ce sens qu'elle s'en prend non pas aux causes pour lesquelles ces malheureux ont été assassinés, mais aux institutions comme l'institution judiciaire. Alors, la solution, est-ce les peines planchées, comme le réclame la droite à corps et à cri? On en débattra avec nos invités politiques cette fois. Le garde des Sceaux, lui, Éric Dupond-Moretti, leur a répondu hier, c'est non et c'est clairement non. Si je pensais que les peines planchées sont susceptibles de faire baisser la délinquance, j'irais des deux mains et des deux pieds. Sauf que les peines planchées, nous les avons expérimentées grâce ou à cause de vous. Elles n'ont pas marché. Voilà, débat en direct dans cette émission. Et puis, nous parlerons également de la polémique autour de Karim Benzema. La présence inattendue de Karim Benzema dans la liste des 26 joueurs de l'équipe de France pour l'Euro n'a pas tardé à faire réagir. En cause, le fait que Karim Benzema refuse de chanter la Marseillaise ou encore son interview dans un quotidien espagnol où il estimait qu'on ne le sélectionnait pas car il avait cédé, Didier Deschamps, à la pression d'une partie raciste de la France. Écoutez sur France Info la réaction du sénateur du Rassemblement national, Stéphane Ravier. Le talent ne fait pas tout. Moi, j'aimerais que Karim Benzema porte les couleurs de l'équipe de France. S'il doit les porter sur le dos, qu'il les porte d'abord dans son cœur. Moi, je me souviens de ses déclarations. Je suis français pour le football, mais je suis algérien par le cœur. Alors si M. Benzema persiste dans cette vision, eh bien qu'il joue pour l'équipe nationale, mais à ce moment-là, l'équipe nationale d'Algérie. Ils sont un face-à-face dans un instant, face-à-face entre maître Julia Courvoisier, qui est avocate pénaliste, et Maurice Signolet, ancien commissaire divisionnaire que vous connaissez bien dans Morandini Live. Ils vont s'opposer sur la manifestation d'hier. Cette manifestation avait-elle un sens? Fallait-il que les policiers manifestent ou n'est-ce tout simplement pas leur place? Pour lancer ce débat, je vous propose d'écouter ce qui s'est passé hier. Ce sont les policiers qui dénoncent la justice avec parfois des mots très durs, comme vous allez tout d'abord entendre le secrétaire général du syndicat Alliance qui explique que le problème de la justice,
c'est la police ou le contraire. Le problème de la police, c'est la justice. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice. La justice doit rendre des comptes. Une justice accusée de laxisme envers les délinquants. Voilà, la justice a été rendue. Au suivant. Pour nous aujourd'hui, la justice est du côté des voyous. Donc il y a un sentiment d'impunité qui grandit dans la tête des délinquants, des primo-délinquants, des mineurs isolés. Et en fait, on a une explosion de violence, une explosion de faits. Et en fait, on n'arrive plus à tout contenir. Avec nous en direct sur ce plateau, maître Julia Courvoisier, bonjour, merci d'être là, vous êtes avocate pénaliste, et Maurice Signolet, bonjour, merci d'être de retour sur ce plateau, ancien commissaire divisionnaire de la police nationale. Maître Julia Courvoisier, elle vous a pas enthousiasmé cette manif? Pas du tout, Jean-Marc. Les policiers ont le droit de manifester, c'est une liberté fondamentale. En revanche, le choix du lieu et surtout les propos qui ont été tenus par des responsables syndicaux m'ont profondément choqué. Alors on commence par le lieu. Pourquoi le lieu vous choque? Parce que c'est devant l'Assemblée nationale, ce sont des syndicats de police. Alors les policiers ne sont quand même pas des citoyens comme les autres. Ce sont des citoyens qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont la possibilité d'utiliser la force. Ils vont devant l'Assemblée nationale, je pense, pour essayer de mettre la pression sur les députés pour qu'ils votent des lois qui les arrangent. Et je pense que ça n'est pas correct, d'autant plus, malheureusement, qu'il y avait le ministre de l'Intérieur. Et donc, à mon sens, cette manifestation a perdu son sens profond, c'est-à-dire, et ce qui est tout à fait normal, c'est dénoncer certaines violences, bien entendu. Maurice Signolet, le lieu qui choque maître Julia Courvoisier? Moi, il ne me choque pas. Il voulait s'adresser d'une manière un peu forte, visible, à l'adresse du législateur. Les policiers, ce sont des curseurs d'appréciation de la société. Au quotidien, ils voient l'évolution de la société. On ne peut pas nier que la société d'aujourd'hui n'est plus la même que celle des années 70. Donc ce sont comme des thermomètres, quelque part, dont ils payent d'ailleurs très lourdement le prix aujourd'hui. Et donc ils viennent crier aux législateurs, il y a un véritable problème sociétal. Puisque vous nous avez délégué la force légale, puisque vous nous avez délégué le soin de pallier à la délinquance, ou du moins de mettre en évidence les faits constitutifs des infractions, on vient vous dire que ça n'est plus possible. On est débordé. Quelque part, les policiers, ils se font l'interprète d'une population. D'ailleurs, je crois que, à mon avis, je ne sais pas quel sondage on va faire derrière tout ça, mais les Français se sont bien rendus compte que les policiers n'avaient aucune revendication corporatiste. Ils venaient simplement dire qu'il y a un problème sociétal qu'il faut régler. Maître Courvoisier. Il n'y a pas que les policiers qui prennent la température de la société, et en tout cas de la justice. Il y a ceux qui savent la lire, la température. Il y a les greffiers, il y a aussi les avocats qui ne font jamais partie, notamment du Beauvau de la sécurité. Il y a tous ces gens qui participent au quotidien à la justice. J'en viens rapidement sur l'opposition entre police et justice. La police, alors justement, c'était ma question suivante. Voilà. On vient de l'entendre, ce délégué syndical qui dit le problème de la police, c'est la justice. Non mais les policiers, ils participent à l'œuvre de justice. Ils enquêtent. C'est eux qui montent sous l'autorité du parquet les dossiers qui ensuite sont jugés par les tribunaux, par les cours d'assises. Je veux dire, on ne peut pas dire. Mais il n'y a pas de problème dans la justice. Il n'y a pas de problème dans le rapport entre la police et la justice. Il y a un problème parce que les policiers le disent, mais on ne peut pas mettre le doigt comme ça sur la justice d'une manière générale. La justice pénale, c'est 15 à 20% de Et ça fonctionne bien? Non, la justice aujourd'hui, elle ne fonctionne pas bien parce que le principal problème, c'est un manque de moyens. Quand vous voyez qu'il y a pas assez de juges. C'est pas ce que disent les policiers, ils sont surtout laxistes. Alors moi, ce débat sur le laxisme, pour moi, le laxisme est un sentiment. Moi, je suis tous les jours dans les tribunaux correctionnels. J'ai pas personnellement l'impression qu'il y a du laxisme. Je vous donne un exemple. À Paris, en ce moment, il y a 3 à 4 audiences par jour de comparution immédiate. Les comparutions immédiates, c'est quand on juge immédiatement les auteurs d'infractions. Sur ces audiences de comparution immédiate, dans 90% des dossiers, dans 90% des affaires, le juge correctionnel décerne un mandat de dépôt. Ça veut dire que 90% des gens qui sont déférés en comparution immédiate à Paris vont le soir dormir en prison. Une fois qu'on a dit ça, je ne crois pas qu'il y ait, à proprement parler, du laxisme. Maurice Signolet, il n'y a pas de laxisme ? Aussi curieux que ça puisse paraître, je vais plutôt aller dans votre sens. Mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Je crois que cette opposition police-justice est maladroite, très sincèrement, puisque comme vous l'avez rappelé, nous ne sommes que les instruments de la justice. On est le bras armé quelque part. Donc, on alerte
on alerte les élus de la République sur le fait qu'il y a un problème sociétal, que la délinquance, je crois que c'est M. Bauer qui ce matin, dans un article de l'Express ou du Nouvel Obs, je ne sais pas, disait qu'il n'y avait pas de sentiment d'insécurité, mais un climat d'insécurité, que c'était clair. Les policiers viennent le crier, puisque tous les jours, ils se font l'interprète de ce qu'ils voient. Et j'ai regardé quelques statistiques. La France est le pays d'Europe où on a 2 fois moins de chances d'aller en prison que dans tous les autres pays européens. Voilà. Donc il y a du laxisme. Et les peines sont beaucoup plus lourdes qu'ailleurs en Europe. Les peines sont beaucoup plus lourdes. Alors les peines sont beaucoup plus lourdes. Pourquoi ? Parce que justement, on va en condamnation à l'issue d'une multitude de récidives. Et donc ça n'est pas du laxisme de la part de la justice, c'est surtout une question de manque de moyens. Si on veut redonner ces vertus d'exemplarité à la peine, ces vertus pédagogiques quelque part, pour éviter ou la récidive, ou même le fait de vouloir commettre un délit, se dire je risque quelque chose. Il faut que cette peine soit effective, quasi immédiate. Court. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Maître ? C'est pas le cas, vous qui êtes dans les tribunaux tout le temps ? C'est pour des raisons de place. Hein. Au niveau de la délinquance qu'on a aujourd'hui, si on prend le ratio délinquance place de prison, on devrait être à 100 000 places de prison. Aujourd'hui, quand un magistrat indépendant, parce que le problème de cette manifestation, à mon sens, en tant qu'avocate pénaliste, c'est que les policiers crient leur colère et tout le monde a le droit de le faire. C'est pas ça le problème. C'est quelles sont les conséquences qu'ils en tirent. Aujourd'hui, on a des syndicats de policiers qui viennent demander des modifications de la Constitution, qui viennent demander à ce qu'on revienne sur quasiment la séparation des pouvoirs. C'est Montesquieu, 1748. Certains politiques se posent la même question. Certains politiques, donc c'est très grave. C'est-à-dire que il est là le problème aujourd'hui de la justice. C'est qu'on en vient à dire il y a des policiers qui crient leur colère et donc on va devoir profondément changer nos institutions. On ne change pas la Constitution parce qu'il y a 35 000 policiers qui sont mécontents. Je veux dire, il faut quand même le dire, même si ce mécontentement, on peut l'entendre. Aujourd'hui, le juge, il est indépendant. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, dans un État démocratique, avoir un parquet, c'est-à-dire celui qui est au-dessus des policiers, qui enquête, qui renvoie devant le tribunal et qui juge. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas notre fondement d'état de droit et ça n'est pas notre démocratie. Le juge, lorsqu'il a un dossier, il a une multitude d'options jusqu'à la prison avec mandat de dépôt. Ce que l'on sait aujourd'hui des statistiques, et il faut l'entendre, c'est qu'il y a plus de récidives lorsque la peine ferme avec mandat de dépôt est prononcée. Donc il y a plus de récidives quand les gens vont en prison, pour le dire plus simplement. Sur les délits, c'est-à-dire que sur les crimes, il y a peu de récidives. Oui, mais alors Maurice Signolet vous dit qu'il faut que les gens qui sont condamnés à prison le fassent. Vous lui répondez non ? Non, je pense que la priorité... mais pourquoi on les condamne à faire de la prison s'ils n'y vont pas ? Parce qu'on a de la prison qui est aussi aménagée. C'est le sens de la peine. Non, excusez-moi, maître. Ou on est condamné à de la prison ou on n'est pas condamné à la prison. On peut être condamné à de la prison en ayant un aménagement de peine immédiat parce qu'on estime que la personnalité de la personne qui est condamnée doit faire de la prison ce qu'on appelle à l'extérieur. Mais si on estime que cette personnalité doit faire la prison à l'extérieur, ne la condamnons pas à faire de la prison. Si, parce que ça reste une restriction de liberté et donc que c'est la détention. Quand vous avez un bracelet électronique, excusez-moi monsieur, mais quand vous avez un bracelet électronique, on vous restreint votre liberté. Donc, c'est considéré comme de la détention. D'ailleurs, on vous condamnons les gens à un bracelet électronique et pas en disant que c'est de la prison. Mais parce que comme c'est une restriction de liberté, Maurice Signolet. C'est tout à fait révélateur. Je voulais rester bien sûr le plus courtois possible, mais vous êtes la démonstration d'où peut mener l'idéologie aveuglante. Je vous l'ai dit précédemment, j'ai fait une comparaison avec les autres pays européens. En Hollande, enfin aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, etc., sur le même quota de population, si on appliquait le même quota en France, on aurait 100 000 places de prison. On devrait avoir 100 000 places de prison. Parce que vous savez que bien des magistrats ne mettent pas en prison parce qu'il n'y a pas de place. C'est uniquement pour ça. Ça n'existe pas au quotidien dans les audiences. Ça n'existe pas, ça. Mais ça n'existe pas quand on le plaide. Non, on échange. Ça va débat en même temps. C'est bien que vous échangez. On peut pas, je l'ai vu cette information passer, de dire qu'il y a des numerus clausus, les magistrats, c'est faux. Ah c'est bon faux. Quand on est avocat, non mais je vous le dis, quand on est avocat et qu'on vient dire à un juge, de toute façon, il n'y a pas de place en prison, les juges s'en fichent. Ben, vous voyez bien, les juges, ils incarcèrent quand ils estiment qu'il faut qu'ils quand j'étais officier de police judiciaire, j'étais commissaire de police, on appelait les magistrats quotidiennement. On l'entendait, ce discours-là, quand même. Il n'y a pas de place, on n'a pas de place. Eh bien, écoutez, dans les tribunaux et en audience, on nous disait même parfois, on va essayer de faire une prolongation de garde à vue pour voir si demain il n'y aura pas une place, etc. C'était notre quotidien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'en reviens à la manifestation. J'essaie d'être le plus amène possible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un espèce de cri de désespoir de la police, mais ils se font l'interprète d'un cri de désespoir d'une population
qui aujourd'hui n'en peut plus. Vous venez, par exemple, de parler du bracelet électronique. J'ai vu que dans le projet de loi de M. Dupond-Moretti, au niveau de la détention provisoire, il veut mettre en place un système, si au bout de 8 mois, il n'y a pas eu d'avancée dans la détention provisoire, on demandera à ce que la personne soit sous un bracelet électronique, etc. Quelque part, on va diluer de plus en plus la peine. Alors, ça, c'est un des premiers aspects. Alors, elle vous répond sur ce premier. Quand on est en détention provisoire, aux yeux de la loi, on est présumé innocent. C'est-à-dire que lorsqu'on est placé en prison, le temps qu'il y ait une enquête, il faut que cette enquête se mène. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes ? Environ 20 000 détenus sur 70 000 en France sont en détention provisoire, c'est-à-dire qu'ils attendent d'être jugés. Quand vous êtes placé en prison... Donc par cet artifice, Dupond-Moretti va régler le problème des places de prison. Non, lorsque l'on est en prison et qu'on attend son procès et qu'il y a une enquête qui doit se mener, la moindre des choses, c'est que le juge d'instruction ou le parquet fasse une enquête et fasse des actes. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre et c'est la normalité. Si demain vous êtes placé en détention provisoire et que vous ne voyez pas votre juge pendant 6 mois ou 8 mois, je pense que vous serez non satisfait, d'autant plus qu'aux yeux de la loi, il faut le rappeler parce que ce principe, il est important. Pourquoi ces informations durent si longtemps ? Et parce que la justice n'a pas de moyens. Les juges d'instruction sont débordés, il n'y a pas assez de greffiers, il y a des cabinets qui sont vides parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Écoutez, on va aller beaucoup plus loin. Je suis partisan, enfin j'étais partisan, moi, parce que je suis resté 40 ans dans la police, de la procédure inquisitoriale. Bien. On voit très bien... Expliquez ce que c'est la procédure inquisitoriale. Alors la procédure inquisitoriale, c'est-à-dire que les droits de la défense sont plus ou moins limités quand même. C'est par exemple sur les mesures de garde à vue. Si vous voulez qu'on fasse un corollaire, qu'on fasse un corollaire... garde à vue, il y a les avocats. Oui, justement, c'est ce que je vous dis. Si on veut vous dites heureusement qu'il y a les avocats ou vous dites qu'il faudrait mieux ne pas y être? Disons que je vous explique. Mais vous, qui êtes ancien commissaire, mais qu'est-ce que vous dites? Comprenons bien. Juste, Maurice Signolet, comprenons bien. Vous dites, c'est dommage qu'il y ait les avocats en garde à vue. Si on fait un parallèle entre la montée en puissance de la délinquance et la montée en puissance de toutes ces réformes du Code de procédure pénale, on voit une similarité. Je suis désolée, je ne peux pas laisser dire que l'exercice des droits de la défense, plus l'exercice de ces droits est renforcé, plus il y a une augmentation. Je vous parle de l'exercice de la procédure contradictoire. Aujourd'hui, le contradictoire, il est nécessaire parce qu'il y a des droits de la défense. C'est fondamental. Le contradictoire au passif. Le contradictoire permet un débat, monsieur. C'est des débats que nous avons tous les jours dans les tribunaux. Nous les avons devant les juges d'instruction. Nous les avons dans les commissariats. Le contradictoire permet justement de toucher la vérité judiciaire et d'avoir une condamnation qui est juste. Si vous permettez, alors allons jusqu'au bout du contradictoire. Allons-y carrément, c'est-à-dire à l'anglo-saxonne. Vous avez vu comment ça fonctionne. Vous avez vu des films, quand ils disent attention, tout ce que vous pourrez dire, au moment de l'interpellation, tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire, y compris les mensonges, les dissimulations, etc., etc. Il n'y a pas de confusion des peines. Il y a un agglomérat des peines. Vous pouvez être condamné à 275 ans de prison. Est-ce que ça évite la délinquance dans ces pays-là? Mais est-ce qu'il y a moins de délinquance dans ces pays, effectivement, comme le demande Maître Convazier? Est-ce qu'il y a moins de délinquance pour ça dans ces pays? Est-ce que condamner quelqu'un à perpétuité ou à 275 ans de prison, ça a un sens? Mais c'est une aberration. C'est bien pour ça que je veux dire que la procédure contradictoire peut mener à ces aberrations. Je veux simplement dire que la sophistication à l'extrême, la sophistication sémantique, vous savez même... Mais juste, Maurice Signolet, mais déjà, là, vous dites qu'il faut refaire, il faut... Je n'ai pas dit qu'il fallait refaire. Non, mais vous dites qu'il y a des modifications à faire, etc. Attention. Mais déjà, mettons en prison les gens qui sont condamnés à de la prison. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est condamné à 18 mois de prison ferme, par exemple, ce qui n'est pas rien, parce que quand on est condamné à 18 mois de prison ferme, par exemple, c'est qu'on a fait quelque chose de sérieux quand même. Est-ce que c'est normal que ces personnes ne fassent pas de prison parce qu'à moins de 2 ans, on ne fait pas de prison en France? Non, on ne peut pas dire qu'à moins de 2 ans, on ne fait pas de prison. Quasiment, dans la plupart des cas. Non, allez en comparution immédiate à Paris, il y a des prévenus qui partent pour 6 mois, 8 mois, avec mandat de dépôt à défense. C'est entre 85 et 90% des mandats de dépôt qui sont décernés aujourd'hui en comparution immédiate à Paris. Je reviens rapidement sur les droits de la défense. Les droits de la défense, ça a été une avancée dans nos démocraties. Ça a permis, et aujourd'hui d'ailleurs, on veut que les avocats soient présents également au moment des perquisitions. Moi, je voudrais globalement là-dessus dire que... Aujourd'hui, le problème du débat sur la justice, c'est on prend sur certaines peines, sur certaines choses, il faut prendre la justice dans sa globalité. La justice, la condamnation pénale, elle intervient au bout d'une chaîne qui a commencé au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, les seules personnes qu'on entend, ce sont les policiers et on n'entend pas tous les autres responsables qui arrivent les policiers, on entend surtout les victimes, parce que... en matière, il y a des dossiers où toujours dans ce projet de loi, on va s'attaquer également à l'enquête préliminaire. J'ai vu. Alors,
j'ai vu qu'on disait pas plus de 2 ans. Il faut savoir que 98% des enquêtes en préliminaire se font dans un laps de temps de moins de 2 ans. Alors par contre, il faudra, si ça va au-delà, donner en fin de compte toutes les billes que la police a, donner à la hauteur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une telle cascade de réformes pour le bien du délinquant, pour le bien de l'auteur, au détriment de la victime, qu'on en arrive aujourd'hui à une espèce de parodie, jeu de rôle. Les droits de la défense, ça protège la société. Ça protège la société, ça protège les personnes qui sont mises en cause. Les droits de la défense au stade de la garde à vue, ça protège la personne qui, à ce moment-là, est présumée innocente, à qui on restreint sa liberté et qui a la possibilité d'avoir des droits, en sachant que l'avocat n'a pas accès au dossier à ce moment-là. D'accord ? Donc, le principe du contradictoire, à ce moment-là, il est quand même un petit peu éparpillé. Mais Maurice Signolet trouve qu'on donne trop de droits à la défense par rapport aux victimes. C'est ça, a priori. Je fais un simple corollaire. Moi, j'examine. Je crois ce que je vois. Hein, et je ne vois pas ce que je veux croire. Hein, c'est toute la différence, je l'ai déjà dit hier. Je vous ai dit, il y a un corollaire très net entre ces avancées démocratique, comme vous dites. Plus on donne de droits aux personnes qui sont arrêtées. Et l'explosion de la délinquance. Je veux dire que... mais à un moment donné, il faut essayer de comprendre d'où vient la délinquance. La délinquance ne vient pas de l'effectivité des droits de la défense en garde à vue et dans le cadre d'un procès. La dissimulation de la preuve. Non, les droits de la défense, c'est pas dissimuler la preuve. Les droits de la défense, c'est regarder ce qu'il y a dans un dossier, vérifier que la procédure est respectée, vérifier que les éléments ont été obtenus dans le cadre de la loi. Lorsqu'un avocat va même jusqu'à mettre en doute des résultats génétiques, où on va d'expertise en expertise, qu'on dilue totalement la procédure, qu'on la sophistique, un dossier. Les droits de la défense permettent de protéger et d'avoir une justice indépendante. Ça permet à une personne qui est mise en cause de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'expliquer. Il me semble que dans le cadre d'un procès pénal, y compris lorsqu'il y a une victime, partie civile directe, il me semble que ce débat, il doit avoir lieu. Moi, je ne peux pas, et je n'entendrai jamais qu'on vienne dire aujourd'hui que les droits de la défense ont causé la délinquance. La délinquance, elle ne vient pas de l'existence d'un avocat en garde à vue, elle ne vient pas d'un débat dans un tribunal, la délinquance, elle vient d'ailleurs. Et aujourd'hui, les débats sur la justice, ils occultent tout ça. C'est-à-dire qu'on vient mettre le doigt sur un quantum de condamnation c'est un sentiment personnel, et il n'y a pas de débat sur comment on peut traiter cela. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les peines en extérieur diminuent drastiquement le taux de récidive. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a les détenus, lorsqu'on a les condamnés sous la main, il faut... La question, c'est pas l'exemplarité, la question, c'est est-ce que la délinquance, elle va recommencer ? L'idée, c'est qu'il y ait moins de délinquance en France. Donc il faut soigner socialement les délinquants. Il faut les aider à trouver du travail. Il faut les aider à faire... Mais c'est la vérité dans les prisons. Oui, ça fait rire, Maurice. Ça fait rire, mais parce que c'est la vérité. Mais non, c'est une idéologie. Mais pas du tout. Lorsque vous avez des détenus qui ont passé 2 ou 3 ans en prison, qui n'ont pas de formation, qui retournent dans leur quartier, 40 à 50% récidive. Il faut réussir à les aider à s'en sortir. Mais parce que justement, il n'y a plus d'exemplarité de la peine. Mais monsieur, que vous passiez 2 ans ou 3 ans en prison, si quand vous ressortez, vous êtes toujours un délinquant, vous recommencerez. Il faut l'entendre. Comment expliquez-vous que les policiers soient prêts à partir sans arrêt, que le moindre contrôle d'identité dégénère? Parce qu'il y a la violence qui augmente dans la société, mais pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Les policiers, c'est dramatique, ils se font insulter, mais vous croyez que nous, aujourd'hui, les avocats, sur les réseaux sociaux, on ne se fait pas insulter? Tout le monde se fait insulter partout. Il y a la violence partout dans la société. Maurice Signolet, elle est avocate, c'est normal. Je comprends pourquoi ils font des concours d'éloquence. Et les commissaires de police ne font pas de concours d'éloquence. Au contraire, bien souvent... Allez-y, répondez, maître. Au contraire, bien souvent, ils apprennent à se taire. Mais je veux qu'on m'explique. Moi, je veux bien que, d'abord, si la société devient plus violente, c'est peut-être justement parce que cette exemplarité de la peine, de la sanction, n'existe plus, tout simplement. Je reviens à mes propos liminaires de tout à l'heure, qui étaient un simple bon sens. Au niveau de délinquance que nous avons aujourd'hui, il nous faudrait 100 000 places de prison dignes, j'entends bien. Mais maître Julien Courvoisier vous dit que la prison, c'est pas la solution. C'est ça, si j'ai bien compris. Les chiffres me donnent raison, excusez-moi, mais les chiffres lui donnent raison, dit-elle. Parce que vous avez l'impression qu'en Finlande, au Danemark, aux Pays-Bas... Ce sont des peines quasiment en milieu ouvert. Moins de récidives. Ce sont des peines en milieu ouvert, ces prisons. Ce sont des prisons où tous les détenus travaillent, ils peuvent sortir, on les réinsère. Vous ne pouvez pas comparer. Dans les prisons, aujourd'hui, à Nanterre, la bibliothèque, elle est fermée. On a des clients qui sont en détention depuis 8 mois, qui ne peuvent pas travailler. Comment voulez-vous qu'ils ressortent ? Je viens de vous dire qu'il y ait 100 000 places de prison dans la dignité.
Avec dignité. quel argent? Voilà. Dans la dignité, Alors, c'est quoi voilà. la dignité? C'est le une travail, question- la formation, Alors, tout est une question apprendre à parler le d'argent. français, Mais- apprendre à lire, apprendre à faire des CV. Tout ça, ça fait 40 ans que ça se fait je pas en vous dis prison ça, et ça va se faire Mais demain. la prison, Eh ben- pour vous, juste Julia Convoisier, c'est intéressant, parce que pour vous, la prison, ça doit être une école, en fait. On doit apprendre aux gens, vous avez dit, à se cultiver, à parler français, à lire, à écrire, Parce c'est que ça c'est ça l'origine de la délinquance, parce qu'à un moment donné, il y a un problème aussi d'éducation, il y a un problème social, il y a un problème économique. On les a à ce moment-là. Moi, ce sont mes clients, quand on les a sous la main comme ça, il faut leur donner des chances, les chances qu'ils n'ont pas eues. Pourquoi? Mais parce que c'est une question de statistiques. S'ils ressortent comme ils sont rentrés... Non, c'est un constat, c'est pas une question d'idéologie. Beaucoup de magistrats vous disent ça, les juges d'application des peines vous le disent, les SPIP vous le disent, les avocats vous le disent. Il faut l'entendre, c'est pas l'idéologie, c'est un constat. S'il vous plaît. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On n'a qu'à faire des places de prison, de montrer l'exemplarité de la peine. On n'arrête pas, sans arrêt pour des tas d'autres domaines, de nous citer les pays du Nord comme des symboles de la démocratie la plus avancée, avec un niveau de vie extraordinaire. Pour une fois, calquons-nous sur eux. Donc on fait des peines de prison en milieu ouvert. Construisons 100 000 places de prison, on réhabilite la sanction et on vivra beaucoup. On vous mettra pas d'accord. Merci à tous les deux. Merci pour ce face-à-face, maître Julia Convoisier, avocate pénaliste, et merci Maurice Signolet, ancien commissaire. Dans un instant, on va passer à l'aspect plus politique, puisqu'il y avait des politiques également hier, et nombreux qui étaient présents dans la manifestation, à part la France insoumise. Tous les autres politiques étaient là. Regardez. La France insoumise, au moins, est cohérente. Elle déteste la police, elle le montre encore aujourd'hui. Et les autres sont là de façon assez opportune, puisqu'en réalité, ce sont ceux qui sont au pouvoir depuis toujours et qui ont fait en sorte que la police se retrouve là aujourd'hui à manifester. L'écologiste Yannick Jadot est présent, mais bien seul. Sa venue a été vivement critiquée par plusieurs membres de son parti. Si certaines et certains ont décidé d'abandonner la police nationale, la police républicaine au Rassemblement national, je pense que c'est une faute politique. Je pense qu'il faut être là. Celui qui n'était pas là, Jean-Luc Mélenchon, a tenu une conférence de presse juste après la manifestation. Il dénonce le caractère factieux de ce rassemblement et ajoute que les syndicats et les organisations policières n'ont pas à faire la loi. Voilà donc pour l'aspect politique. Jean Messia, bonjour. Merci d'être avec nous, président du Cercle de réflexion institut Apollon. Maxime Thiebaud, bonjour. Docteur en droit public. Prisca Thévenot, bonjour. Porte-parole de La République En Marche. Et Frédéric Lagache, bonjour. Délégué général Alliance Police. Je voudrais commencer avec vous. Vous avez entendu ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur ce mouvement, sur cette manifestation, parlant même de factieux en ce qui concerne ces policiers qui ont manifesté. Comment vous réagissez ? Écoutez, on réagit à l'image de ce qu'il est, par ailleurs. Il n'a jamais aimé les policiers, il n'a jamais aimé notre organisation syndicale, dès lors où on est dans une contestation, quelle qu'elle soit, que ça soit chez lui parce qu'il conteste les policiers lors de sa perquisition, lorsque on revendique un droit, c'est le droit de manifester et le droit à la sécurité, que ça soit pour les citoyens, mais que ça soit aussi, malheureusement, et c'est un fait, pour les policiers. Donc avec lui, dès l'instant où on est policier, on n'a le droit de rien. Donc à partir de là, pour nous, c'est une non-affaire. Jean Messia, cette manifestation, finalement, vous n'étiez pas le seul. Vous êtes allé, vous, avec Éric Zemmour. Je vous ai vu Philippe de Villiers, en photo. Je vous ai vu passer en vidéo là-dessous. Vous vouliez dire quoi en y allant ? Écoutez, je voulais appeler au soutien de nos policiers qui font, encore une fois, un travail remarquable sur le terrain, qui sont seuls, qui sont en général pas assez soutenus, ni par leur hiérarchie, ni par l'échelon politique, et encore moins par certains médias, en tout cas les médias mainstream. Mais vous êtes tous d'accord là-dessus, puisqu'il y avait quasiment tous les partis, à part les Insoumis ? Ah oui, mais enfin, la présence des partis n'augure en rien de leur soutien de manière générale, je veux dire. Il y avait même Darmanin. Oui, d'accord, mais enfin, c'est comme si, je sais pas, les cadres d'une compagnie pétrolière défilaient contre le réchauffement climatique. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que moi, je vois pas, si vous voulez, l'intérêt. Le ministre, encore une fois, il a les rênes du pouvoir. C'est précisément contre sa politique et les politiques précédentes que les policiers sont dans la rue. Ils sont là pour revendiquer, pour demander au ministre de débloquer un certain nombre de choses et d'améliorer leurs conditions. Que signifie la présence d'un ministre à leur manifestation ? On pose la question à Prisca Thévenot. La meilleure façon de leur répondre, c'est d'ouvrir droit à leur requête, pas d'être avec eux dans la rue. Prisca Thévenot. Eh bien, vous savez quoi, vous avez raison. Il y a un juste milieu dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux.
on peut être présent. Moi, j'y étais. C'est un rassemblement citoyen qui s'est très bien passé. On était un certain nombre de personnes là. On n'est pas forcément en train de faire des selfies pour dire coucou, j'y étais. C'était aussi un soutien qu'on apportait. Vous n'avez pas été très bien accueilli. En tout cas, Gérald Darmanin n'a pas été très bien accueilli. Donc faire des selfies sous des huées, c'est compliqué. Écoutez, mais c'était justement, le but n'était pas celui-là. C'était d'être présent avec eux, de leur montrer notre soutien et de montrer que nous sommes tous concernés par le fait que malheureusement, l'actualité en ce moment revient à très souvent, pleurer des forces de l'ordre, venir témoigner que les forces de l'ordre sont caillassées, sont souvent montrées du doigt, pas seulement par des citoyens qui sont en colère, mais aussi beaucoup par des formations politiques, dont on vient de parler d'une à l'instant. Et donc je pense que c'est important qu'ils soient présents et aussi qu'il écoute et qu'il mette en œuvre une certaine partie des revendications demandées. Pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas des spectateurs faussement détachés de la réalité que ces policiers vivent. Vous êtes des acteurs, vous avez les rênes du pouvoir, vous pouvez agir sur le réel. Donc vous n'êtes pas des caméramans, vous n'êtes pas des journalistes. Pendant que vous parlez, effectivement, le ministère de l'Intérieur, lui, a été en action. Il a agi. Il a agi avec la loi sécurité globale, avec la place Beauvau. Écoutez, monsieur, un moment, je veux bien qu'on parle, on fait des grandes phrases, on fait de l'éloquence, etc. Juste un mot, là. Mais il y a des faits. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans ces réponses et dans les actions ? Bien évidemment. Mais de là à dire que rien n'est fait, c'est pas possible. Maxime Thiébaut, là-dessus, est-ce que vous avez le sentiment qu'il était à sa place, Gérald Darmanin ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je pense qu'il n'était pas à sa place parce que le but d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'agir et non pas de manifester. La manifestation, c'est l'expression souvent d'une contestation et c'était quand même l'objectif de la police. Et la police nous dit quelque chose d'assez simple, c'est on en a ras-le-bol de ne pas être défendu par le pouvoir politique. C'est-à-dire que la politique judiciaire ne soit pas au rendez-vous. Oui, mais tous les politiques étaient à la manif. Alors du coup, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que les policiers... on a Frédéric Lagache avec nous, donc il va me le dire. Mais je pense que c'est pas simplement Emmanuel Macron et la politique d'Emmanuel Macron. Ça fait des années que ça dure. Et tous ceux qui ont été au pouvoir, ils étaient dans la manif hier. Alors, ils sont focus. Les gens qui étaient présents hier, c'était tous les amoureux de la France. C'est-à-dire que toute personne qui aime la France... Mais ça veut rien dire. Mais je peux terminer ma phrase ? Toute personne qui aime la France soutient forcément sa politique. Oui, d'accord, une fois que vous avez dit ça, excusez-moi, mais c'est des politiques, ils ont été au pouvoir. Les seuls qui n'étaient pas présents, c'est ceux qui n'aiment pas. Oui, d'accord, mais alors ça, c'est pour les insoumis. Vous leur avez fait, ça c'est bon. Après, excusez-moi, à quoi ça sert que ces politiques soient là s'ils font rien ? Mais les politiques qui sont au gouvernement, ils ne devraient pas être là, ils devraient être dans leur ministère en train de travailler. Frédéric Lagache. Bon, moi je voudrais ramener un peu la sérénité du débat et dire vers où on va. Parce que la problématique, c'est quoi ? C'est le constat, je pense que tout le monde peut faire malheureusement, je dis bien malheureusement, le même constat. Maintenant, quelles sont les solutions ? Parce que le débat, il est là. Et aujourd'hui, si malheureusement, nous sommes venus à manifester, parce que c'est un débat aussi, devant l'Assemblée nationale, appeler les citoyens, c'est parce que c'est aussi un cri de désespoir. C'est parce que pendant des années, on l'a rappelé, c'était rappelé, les politiques n'ont pas réglé le problème. Vous l'avez rappelé très justement tout à l'heure. Ce n'est pas notre première manifestation où nous ciblons la problématique de la politique pénale. Donc, à un moment donné, on fait quoi et on va où ? Encore ce matin, après une manifestation où il y avait environ 35 000 personnes, où on a eu pratiquement l'ensemble des partis politiques, mis à part les Insoumis. Ce matin, sur une manifestation étudiante, ce matin même, un cocktail Molotov dans la voiture, qui a brûlé la voiture. Fort heureusement, nos collègues ne sont pas blessés. Ce matin même, dans le Val-de-Marne, dans un secteur relativement calme, où notre collègue habite, des menaces de mort. Dans cet immeuble, seul un fonctionnaire de police habitait. C'était lui qui était ciblé. T'es mort. Toute personne. Ce matin, après ce cri d'alarme, encore hier soir, où on dit tout simplement... Nous sommes les victimes d'une société qui est de plus en plus violente. Et puisque vous parlez, je dis simplement, je vais aller dans votre sens. Et je dis quoi ? Je dis qu'est-ce qu'on fait pour protéger les policiers ? Parce que dès l'instant où les policiers, les forces de l'ordre, sont en insécurité, il y a quelque chose qui ne va pas. Dès l'instant, maintenant, il faut protéger les policiers. Simplement ma phrase. Non, mais après, on peut avoir tous les débats si vous voulez. Je termine simplement ma phrase. Dès l'instant où les forces de l'ordre sont en insécurité dans ce pays, comment voulez-vous qu'ils puissent sécuriser les citoyens ? Mais Frédéric Lagache, normalement, les policiers sont là pour nous protéger. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire il faut protéger les policiers. Non, je dis que les policiers je dis pas que vous avez tort. Je ne dis pas que vous avez tort. Je dis juste qu'il y a un truc qui colle plus dans notre société. Excusez-moi, si aujourd'hui on en est à protéger les policiers qui eux-mêmes doivent nous protéger, et c'est la raison pour laquelle j'ai entendu
tout et n'importe quoi sur cette manifestation. Bien sûr qu'il y avait un moment d'émotion, mais la manifestation était aussi, et sur les jours précédents, nous l'avons dit, une manifestation revendicative. Parce que, comme je viens de dire, il y a le constat, il y a les revendications, et dans les revendications, il y a les peines minimales. Dès l'instant où vous n'arrivez pas à faire appliquer la loi, parce que le code pénal existe, les peines encourues, bien évidemment, j'ai entendu tout à l'heure, la magistrate, elle existe, mais elles ne sont pas toujours appliquées. On va y venir dans un instant, puisque vous parlez des policiers et des dangers qu'ils courent. Je voulais qu'on écoute un extrait d'un témoignage qui est passé hier lors de la manifestation. C'est Jean-Paul, policier, 51 ans, qui a été blessé la semaine dernière. Parce qu'il faut montrer aussi ce que c'est la violence contre les policiers. C'est bien de le dire, mais c'est bien de le montrer. J'ai voulu que vous regardiez cet extrait. Il a été blessé, il le dit lui-même, lors d'une intervention banale. C'est peut-être ça le pire, d'ailleurs, dans l'histoire qu'il raconte. Il n'était pas dans un affrontement, c'était une intervention. Il a essayé de discuter. Banale. Écoutez-le, c'est très dur. À la suite d'une intervention banale, j'ai pris un projectile sur la tête. Je vous fais voir le résultat. C'est pas très joli. Mais j'ai la chance d'avoir été pris en main par une équipe soignante qui est formidable et qui a fait du bon travail. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui, il y a longtemps que j'aurais dû la faire, parce qu'il y en a vraiment marre. La peur doit vraiment changer de camp. Ça fait des années qu'elle aurait dû changer de camp. Et si rien n'est fait, eh bien demain, à ma place, ce sera un autre policier ou un citoyen. Et puis après-demain, eh bien, ça va recommencer, ce sera un autre policier. Et ça ne s'arrêtera jamais. Alors ce message s'adresse à nos dirigeants. Eux seuls ont le pouvoir de changer les choses. Prisca Thévenot, puisque vous êtes porte-parole d'En Marche, il est aussi pour vous ce message? Bien sûr, il est bien évidemment. Et il faut l'entendre, il ne faut pas tourner le regard, il faut absolument écouter ce qui est dit et y répondre. Maintenant, le sujet, c'est pas encore une fois de dire, de vous aligner des chiffres. On les connaît, les chiffres, on les connaît. On sait pourquoi aussi on en est arrivé à cette situation-là. Maintenant, je suis d'accord avec vous, il faut regarder comment on avance et comment on avance de façon républicaine et surtout ensemble. Et il y a un sujet sur lequel je veux venir discuter, c'est le sujet de la justice. On y viendra, on va y venir dans un instant. On va y venir dans un instant, juste Jean Messia. Moi, si vous voulez, je compatis évidemment avec la douleur de ce policier et je ne comprends pas, si vous voulez, comment une société peut en venir à mettre des officiers, c'est-à-dire ses représentants, les représentants de l'État, les représentants de la France dans cet État. Et je m'étonne surtout que tout un système qui est capable de se mobiliser pour toutes les victimes du monde, pour tous les damnés de la terre, pour tous les déshérités du monde, quand c'est sa propre police nationale, c'est la police nationale, c'est la police de la nation, est attaquée et touchée de cette manière, on vous parle de manifestation qui fait polémique. Factieuse. Non, mais d'abord, qui fait polémique, ça, c'est pour beaucoup. Factieuse, ça, c'est la France Insoumise. Juste avant que vous veniez en plateau, vous avez entendu l'avogate qui disait que la manifestation était déplacée et qu'on n'avait pas manifesté devant l'Assemblée nationale quand on est des policiers. Exactement, mais j'aurais bien aimé entendre cette avocate si c'était agi d'une manifestation de migrants illégaux. Là, effectivement. Je sais pas s'il y a un rapport entre les deux, si, parce que justement, c'est l'illustration de ce que je viens de dire il y a un instant. C'est-à-dire que quand on se mobilise pour toutes les victimes et qu'on porte son humanité, son humanisme et sa bienveillance en bandoulière, eh bien, ce sont d'abord les forces de l'ordre qui doivent être les récipiendaires de cet humanisme plutôt que d'aller le chercher à des milliers de kilomètres de chez nous. Maxime Thiebaud. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une personne attaque un serviteur de l'État, que ce soit un pompier, un gendarme, un policier. Il faut une réponse immédiate, il faut une réponse pénale immédiate. Le problème aujourd'hui, c'est qu'un jeune qui vient à caillasser un policier dans une banlieue, qui est attrapé, va être peut-être placé en garde à vue, mais ensuite il va ressortir, il va retourner dans la banlieue, il va pouvoir pavoiser. Il faut que ce jeune, il sache que s'il jette un caillou sur un pompier ou sur un policier, il partira 1 an, 2 ans dans un centre éducatif fermé ou dans une prison, etc. Il faut que la fermeté soit immédiate. Mais vous les entendez, ces jeunes qui disent aussi que les policiers les provoquent, que les policiers vont... Mais non, c'est faux. C'est faux. Je vous propose d'écouter. C'est faux. On a une police exemplaire. Non, mais je tiens à le dire, j'en ai ras-le-bol d'entendre dire que la police française n'est pas exemplaire. La police française est exemplaire. La gendarmerie nationale est exemplaire. Ce sont des gens qui agissent toujours avec un discernement exact. Le problème derrière, c'est que quand ils sont agressés, il n'y a pas de réponse pénale. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une théorie de l'excuse dans ce pays de la part des magistrats. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de moyens. On n'a pas suffisamment de centres éducatifs fermés, on n'a pas suffisamment de places de prison. Et donc, on ne met pas ces gens en prison. Alors, on va écouter des jeunes qu'on est allé voir à Argenteuil. Et eux expliquent, et vous allez réagir derrière, et c'est pour ça que je vous montre l'extrait, bien évidemment. Ils expliquent que la police, par exemple, à Argenteuil, c'est pas la même police qu'à Paris. Qu'à Argenteuil, ils sont bousculés, ils sont maltraités. Ils parlent de propos racistes également, en disant, vous allez l'entendre, il y en a un des deux qui dit « Moi, je suis allé à Paris, je me suis fait contrôler.
ça a été très bien, ça a été très poli, mais quand on contrôle à Argenteuil, eh bien les policiers n'ont pas le même comportement. Écoutez, c'est intéressant comme témoignage. Sur 100% des contrôles, il y en a 90 la plupart du temps qui part en couille. La plupart du temps. Je vous parle vraiment sérieux. C'est soit quoi, ça parle en racisme, viens là espèce de bougnoul, viens là espèce d'arabe, soit direct ils parlent même pas avec toi, ils viennent, ils te massacrent direct. Je vous cache pas, pour moi la police d'Argenteuil, il y a un gros problème, il faut y remédier. Il faut que l'État il se bouge, je sais pas, il faut qu'ils regardent dans qui ils embauchent parce que pour moi, c'est eux les racailles, c'est pas nous, en vrai de vrai. Il n'y a rien à voir entre les policiers de Paris et les policiers d'ici. Il n'y a rien à voir. Les policiers, il y a juste dimanche, j'étais à Saint-Lazare, les policiers m'ont contrôlé. Ils étaient polis, courtois, il n'y a eu aucun problème. Mais il y a une semaine, je me suis contrôlé ici, rien à voir. Ça vient, ça te pousse, ça te parle mal, ça te met des tartes. Je lui me dis quoi? Ça le noir, ça le noir. Et le pire, c'est qu'il y avait un keuf noir, à côté, il disait rien. C'est ça qui m'a choqué. Il y a des bons policiers, mais les bons policiers sont dominés par les mauvais policiers. Frédéric Lagache, délégué général Alliance Police, quand vous entendez ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? On va aller à la gare du Nord, il y a eu des reportages faits à la gare du Nord. À Paris, ça a été exactement les mêmes propos. Non mais il faut arrêter. Ils disent des conneries, ces jeunes? Écoutez, pour être clair, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne sont pas identifiés. Moi, j'ai horreur des reportages où les personnes ne sont pas identifiées. Alors, c'est valable pour eux, c'est valable pour nous. J'aime bien que les gens s'expriment et on sache qui c'est. Hein. Et ensuite, on peut voir si les propos sont réels ou pas. Et ensuite, il y a des enquêtes. Je veux dire, dans ce pays, on est une démocratie. Quand les gens ne sont pas contents, ils peuvent aller déposer plainte. Il y a l'IGS, il y a le défenseur des droits. On est la police la plus contrôlée au monde. Qu'est-ce qu'on faut faire de plus? Aujourd'hui, quand vous voyez le nombre d'interventions, 3 millions d'interventions, sur les 3 millions d'interventions, la plupart du temps, les policiers font bien leur travail. Il faut arrêter de les cibler, surtout à l'heure actuelle. On est plus la cible de délinquants que nous, on peut être leur cible. Enfin, il faut arrêter. Alors, il y a des jeunes qui, malgré tout, défendent les policiers. Il y en avait hier à la manifestation, et c'est intéressant. Il y avait des jeunes de droite, en particulier de l'UNI, qui étaient là. On est avec Rémi Perra, qui est délégué national de l'UNI. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous défendez, et vous étiez, on voit la photo, hein, vous étiez d'ailleurs au milieu d'autres jeunes dans cette manifestation. Pour quelle raison? Bah écoutez, on a envie de représenter cette jeunesse qui ne se laisse pas faire. On a envie de représenter cette jeunesse qui ne se laisse pas manipuler par certains hommes politiques, par exemple, qui s'en prennent à la police. On a vu Jean-Luc Mélenchon qualifier le rassemblement de factieux. Donc nous, on sait que la plupart des jeunes ne pensent pas d'ailleurs comme ceux que vous avez montrés dans ce reportage, qui ne sont absolument pas représentatifs du respect que peuvent avoir les jeunes qui sont l'avenir de ce pays pour la justice et pour la police. Vous écrivez dans les affiches qu'on peut voir, vous écrivez « La France soutient la police et la gendarmerie ». La France. Bah oui, tout à fait. La France contre le gouvernement actuel, avec Gérald Darmanin qui n'agit pas, qui ne fait que des effets d'annonce, et le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui pendant la manifestation refusait la réinstauration de peine planchée, notamment, alors que c'est une des demandes des policiers, avec évidemment mettre plus de moyens. Les Français le demandent, donc. Pour le coup, les oppositions à cette manifestation, qui s'est d'ailleurs déroulée dans le calme, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres manifestations, par exemple, comme on a pu le voir la semaine dernière, les manifestations pro-palestiniennes qui, en fait, se sont transformées en manifestations d'islamistes. On a entendu les Al-Akbar, interdites, donc c'était des manifestations interdites, c'était un peu différent. Juste pris Thévenot sur le fait que le gouvernement ne défend pas la police, c'est ce qui vient d'être dit par Rémi Perra. Non, mais j'entends tout à fait ce que vient de dire ce jeune homme. Je pense qu'au-delà des mots, il y a encore une fois les actes. Et les actes, on pourra en dire ce qu'on voudra, ils sont têtus. Donc oui, il y a eu plus de moyens à la police, plus de moyens à la justice, mais pas que des moyens humains et financiers, mais il y a aussi eu des moyens en termes d'outils législatifs. Il y a eu la loi sécurité globale, il y a le Beauvau de la sécurité qui, je l'espère, va déboucher sur une loi de programmation de la sécurité. Il y a l'ouverture du colloque sur la réponse pénale en juillet qui a été annoncée par Éric Dupond-Moretti, pardon. Donc je pense que oui, il faut s'indigner, oui, il faut revendiquer, mais attention à ne pas non plus tomber dans du mensonge, parce que là c'est du mensonge. Rémi Perra, c'est du mensonge. C'est pas ce que disaient les policiers hier dans la manifestation, qui sont eux sur le terrain et qui disent que effectivement ils ne sont pas écoutés, que les mesures qu'ils demandent ne sont pas mises en place. Ils demandent plus de moyens, et on ne peut pas dire qu'ils veuillent être libres d'être violents à l'égard d'une partie de la jeunesse ou d'une partie des Français.
On m'a bien entendu, avec leurs témoignages poignants d'ailleurs, il y avait des témoignages terribles sur leur quotidien, sur leur sacrifice, et Monsieur, le comprenez gouvernement qu'entre ce que vous dites maintenant, comprenez qu'entre ce que vous dites maintenant et ce que vous disiez il y a quelques minutes, il y a quand même une large différence et il y a beaucoup plus de nuances dans votre propos maintenant. Juste Frédéric Lagache. Ouais, non, mais après, bon, c'est toujours pareil. Il ne faut pas non plus que ce qui s'est passé hier passe dans l'oubli. Quand je dis dans l'oubli, c'est dans les débats. Où malheureusement, je m'excuse pour les uns ou les autres, rien ne sort. Je parle sur un plan politique. Il faut que derrière, derrière, je parle pour tout le monde. Je veux pas je dis que derrière ce qui s'est passé hier, il faut une réponse. Et la réponse du Premier ministre de dire il faut alourdir les peines concernant ceux qui agressent les policiers n'est pas suffisante. Je vais vous dire pourquoi, puisque déjà on n'applique pas celles qui sont là aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il faut trouver autre chose. Et nous n'avons pas de réponse aujourd'hui par le politique, en tout cas celui qui est au gouvernement, pour nous dire, qu'est-ce qu'il en est des peines minimales? Puisque les magistrats n'appliquent pas, et pour d'autres raisons, parce qu'il y a des multiples raisons, ça a été rappelé tout à l'heure, les places de prison, le principe de la politique pénale qui est de dire la priorité, c'est les aménagements de peine, voilà, au détriment de l'exception qui doit être la prison. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut dire aujourd'hui, est-ce que, par rapport à cette manifestation et les réponses, on va avoir une réponse sur les peines minimales? Ça, c'est possible. Aujourd'hui, si tous les partis étaient là hier, c'est pas pour, comme vous avez dit très justement, faire le selfie. C'est pour que chaque parti, chaque groupe puisse, entre guillemets, faire pression sur le Premier ministre pour qu'on ait une réponse du Président de la République pour savoir si, on réunit le Congrès. Est-ce qu'on y va pour changer la Constitution, puisqu'on nous dit que les peines minimales, c'est anticonstitutionnel. Changeons la Constitution pour protéger les policiers. 2, si ce n'est pas possible, et s'il n'y a pas de volonté politique, il ne faut pas avoir peur du peuple. En tout cas, nous, on n'a pas peur du peuple. Et on demande un référendum sur ce sujet pour provoquer une révision de la Constitution. Soit on y va, soit on a peur du peuple, soit on n'a pas peur. Je remercie Rémi Perra qui est avec nous, délégué national de l'UNI. Maxime Thiebaud, vous vouliez réagir? La vraie question, c'est la volonté politique. C'est-à-dire qu'on a déjà les outils législatifs. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas imposés, parce que depuis 20 ans, on a une logique de laxisme, où l'État, c'est tout de suite vu comme quelque chose qui n'est plus tout à fait apprécié, etc. Et donc, quand on s'attaque à des policiers et des gendarmes, le problème, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de conséquences derrière. Mais les lois existent. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences non plus, parce que vous tombez dans la caricature aussi. Non, mais Maxime, vous tombez dans la caricature en disant ça. Vous avez des agresseurs de policiers et de gendarmes qui ont un casier judiciaire long comme le bras, avant d'aller en prison. C'est ça le vrai problème. Vous êtes avocat et vous dites qu'en fait... Je ne suis pas avocat, je suis élève avocat. Oui, non, mais vous allez le devenir. Et en fait, vous dire que ça va servir à rien, enfin, je ne comprends pas. Non, je dis que la législation telle qu'elle existe actuellement devrait déjà être appliquée. Et elle ne l'est pas. Donc c'est un problème de moyens. Quand vous portez... C'est un problème d'idéologie. C'est un problème de volonté, d'idéologie. C'est la théorie. Bien sûr que si. C'est un problème de moyens. Non, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, Jean Messia. On entendait le reportage sur les jeunes tout à l'heure d'Argenteuil. Alors on dit que la police, on généralise, on dit que la police a un problème avec la jeunesse ou les jeunes de manière générale. D'abord, c'est pas vrai, puisque il y avait des jeunes hier dans la manifestation. On vient de l'entendre. D'ailleurs, je serais curieux de savoir combien de jeunes avec Macron il y avait dans la manifestation hier. Je ne vois pas le rapport. Mais c'est combien de jeunes macronistes il y avait dans la manifestation vous croyez qu'on s'est amusé à se compter? Non, mais je veux dire voilà, eux, ils étaient visibles. Donc il y a non, mais attendez, vous pensez que les jeunes avec Macron ne soutiennent pas la police? Enfin, là, honnêtement, c'est caricatural. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas soupçonner les jeunes avec Macron de ne pas soutenir la police. Le moins qu'on puisse dire, c'est en attendant le Rassemblement, c'est pas sérieux. Mais je ne suis pas du Rassemblement national. Moi, j'y étais, madame. Donc vous avez rien à me reprocher. J'y étais, j'étais du début à la fin. Moi, je parle en mon nom propre, je ne suis pas le représentant d'un parti. Justement, cette droite-là. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas visibles. D'accord. Cette droite-là qui a appelé à être présente à cette manifestation. Elle y était, mais par contre, quand il s'agit d'agir et de voter pour l'augmentation des budgets de la police, pour plus de moyens humains à la police, ils votent même pas pour, ils votent contre. Ça, c'est pas vrai. Et juste, je voulais rebondir sur ce qui a été dit à l'instant sur la réforme de la Constitution pour forcer les juges à appliquer des peines minimales, ou en tout cas pour créer les conditions de les appliquer. Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous faites un excès de vitesse, on vous applique une amende de 135 ou 150 €, un retrait de points, c'est standardisé. Vous n'avez pas un juge qui est là pour vous trouver des circonstances atténuantes, pour juger votre enfance, les difficultés, les discriminations que vous avez pu avoir, et vous pouvez toujours courir pour avoir effectivement une atténuation de la peine pécuniaire ou du retrait des points. Par contre,
Si vous envoyez dans la gueule des coups de mortier à un flic, là, vous allez trouver des juges qui vont faire le procès de la société, qui va dire, bah écoutez, cet homme-là, ce jeune-là, il a agi parce Donc que vous accusez les juges, en fait. Bah, je pense qu'il y a un vrai problème d'une partie de la magistrature qui, effectivement, n'applique pas les peines, qui peut les appliquer. Donc elles existent. Elles existent dans 90% des cas. Sans doute qu'il faudrait aller un peu plus loin, mais les conditions existent en tout cas pour qu'on ne soit pas dans ce contexte permanent. C'est très dangereux d'opposer sécurité et justice, c'est extrêmement... C'est les flics qui le font, c'est pas moi. C'est dangereux, mais après, il faut savoir lire aussi, je ne parle pas pour vous, bien évidemment, ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne respecte les règles. Tous les jours, vous avez des problèmes. Je viens de vous en citer 2 ce matin. Encore ce matin. Bon, et je pourrais vous en citer tous les jours. Mais est-ce qu'opposer police et justice, c'est pas dangereux? Non, mais croyez que ça nous fait plaisir d'avoir fait ce qu'on a fait hier? Vous croyez que ça nous fait plaisir? Vous croyez qu'on n'a pas autre chose à faire? Non, mais pourquoi s'attaquer à la justice? C'est ça la question. Vous remarquerez une chose importante par rapport à toutes les manifestations qu'on a pu faire. Pas une seule fois, vous avez entendu parler de moyens catégoriels, du catégoriel pour les policiers. La seule problématique qui a été hier portée a été une problématique de la justice. Mais pourquoi la justice? Mais tout simplement pour qu'on puisse, nous, vivre en paix et faire notre boulot et assurer la sécurité. Juste, Frédéric Lagacé, je voudrais qu'on regarde une image. Attendez. Je voudrais qu'on regarde une image. Une seule question, parce que c'était dans le débat. La seule question, c'est de dire quoi? Puisque nous avons madame qui est la porte-parole d'En Marche, c'est de dire déjà... Est-ce qu'elle est d'accord sur le principe des peines minimales? On va y venir. Attendez, on va y venir au peine plancher. Moi, je voudrais qu'on regarde une image de la manifestation d'hier. On va la voir et on va la commenter. Regardez, c'est ce garçon qui simule un délinquant, qui tire sur les policiers. Et derrière, vous avez 2 hommes en blanc, avec le mot justice écrit derrière, qui balayent les policiers qui ont été frappés. On va la revoir une deuxième fois. C'est de bon goût, ça? Mais c'est une image, bien évidemment. Mais je rappelle quand même... c'est violent, quand même. Non, mais je rappelle quand même que vous avez aujourd'hui 30 blessés par jour. Qu'on ne peut pas nier depuis 20 ans. Évidemment. Le nombre de policiers agressés a doublé. Et la justice balaye les policiers. Par ses décisions. Tout simplement, par ses décisions de justice. Quand je faisais mes études de droit, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est ce fameux mur des cons. Vous savez, une partie des magistrats qui s'attaquait à toute personne qui demandait à ce qu'il y ait une autorité de l'État qui soit réinstaurée dans ce pays. Et ça, je ne l'oublie pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attaquer véhément à la justice. Mais il y a un problème idéologique au sein de la justice et dans la tête de certains magistrats. Et il faut s'attaquer à ce problème-là et il faut rappeler que la justice a un métier qui est très simple, c'est d'appliquer la loi pour assurer derrière l'ordre public. Si la loi n'est pas appliquée, c'est la bérésina. À partir du moment où l'État n'est pas présent, les gens font ce qu'ils veulent. Hier, puisque vous étiez à la manifestation, Jean Messia, vous avez peut-être entendu, je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, un jeune rappeur qui a pris la parole. Oui. Ce rappeur, il s'appelle Chaotic 747. Il est rappeur, il s'appelle Karim. Il est de Nice. Il est en direct avec nous parce que j'ai voulu l'avoir, parce que son discours était intéressant hier, et surtout ça change de ce qu'on entend en général dans le rap. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous avez pris la parole hier avec un message très fort, parce que vous avez dit: moi j'aime la police, moi je fais pas du rap pour taper dans la police, moi je m'appelle Karim, je suis algérien, je reprends les mots que vous avez prononcés hier, je m'appelle Karim, je suis algérien, franco-algérien, et dans ma vie on m'a appris à aimer la République, on m'a appris à aimer la France. Écoutez, tout simplement, moi j'ai été adopté à l'âge de 9 mois. Je suis un petit gars de la DAS, et au-delà de j'aime la police, c'est tout simplement j'aime la France. Et je commence à me faire beaucoup de soucis pour notre avenir, parce qu'en fin de compte, on vit dans un pays dans lequel là bientôt il y a l'euro. Si la France gagne l'euro, ça sera un des seuls moments où tout le monde pourra dire vive la France. Moi, c'est ça en fait le souci aujourd'hui. Je vous entends parler depuis tout à l'heure, je vous ai vu, donc j'ai vu le débat avec le maître et le commissaire. Au centre de ce débat, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est l'éducation. Combien de familles monoparentales dans ces quartiers défavorisés ont laissé les gamins grandir seuls devant leur smartphone, devant YouTube, devant des clips de rap ultra violents, et aujourd'hui, on s'étonne de voir ces gamins-là poignarder des adolescents de 17 ans. La seconde chose que je voudrais dire aujourd'hui sur votre antenne, c'est que la France, en 2020, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour conditions de détention inhumaines et dégradantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une surpopulation carcérale. Qu'est-ce qui se passe? La police fait son travail, elle va arrêter le délinquant. Le délinquant, en fin de compte, ne va pas aller en prison et retourne dans le circuit. Aujourd'hui, si vraiment on veut rétablir les choses en France, vous savez, les solutions, elles sont toutes là. L'éducation,
les centres fermés éducatifs, quand on voit un gamin déscolarisé, essayer de le mettre dans ce centre-là pour essayer de le réorienter. Et après, effectivement, vous avez un volet répressif. Aujourd'hui, moi, je travaille, j'ai pas l'argent pour me payer une PlayStation 5. Certains prisonniers vont en prison, PlayStation 5, PlayStation 4, téléphone portable, et en plus de ça, ils passent des grades. Et quand ils retournent dans la rue, du coup, c'est un peu comme des galons à l'armée. Le souci, il est là. Tant qu'on n'aura pas de nouvelles prisons en France, tant qu'on ne travaillera pas sur le volet répressif et sur le volet éducatif, cette violence est amenée à s'accroître. Et c'est ça qui me fait peur aujourd'hui en France. Maintenant, moi, avec mon rap, j'essaie de défendre ces valeurs-là. Ces valeurs, j'y crois. Ça me cause beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Sur le plan musical, je me suis fermé les portes de l'industrie du disque totalement. Sur le plan personnel, eh ben, il y a des menaces, j'y fais face et voilà. Mais je m'inquiète vraiment pour l'avenir de mes gamins, pour l'avenir d'ailleurs de vos gamins et même votre avenir à vous. J'ai beaucoup de questions à vous poser, je vais essayer d'être bref. Vous dites que c'est des gamins qui ont été élevés sans la présence du père, parfois sans la présence de la mère. Vous-même, si je ne me trompe pas, vous êtes enfant de la DAS. Donc vous-même, vous avez été élevé dans ces conditions difficiles. Et pourtant aujourd'hui, vous défendez la France, vous défendez la police. Alors, c'est pas une excuse sans arrêt de dire « oui, mais ces garçons, ils ont eu des enfances difficiles ». Vous avez eu une enfance difficile et vous défendez la France. Mais écoutez, moi, alors... non, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que l'éducation que j'ai reçue par ma famille adoptive, d'ailleurs que je salue, j'espère qu'ils sont fiers s'ils me voient à la télé, ils m'ont apporté une éducation sur laquelle l'éducation était basée sur la politesse, sur le respect et sur la tolérance et l'amour de l'autre. Après oui, ma vraie mère, moi était SDF, elle est morte du sida en 2009, donc d'un autre côté, ma vraie famille, et c'était vraiment quelque chose de très très difficile. Mais j'ai grandi, moi, avec ma famille adoptive. Moi, c'est la France, c'est la DAS qui m'a tout appris, ma famille adoptive. Aujourd'hui, mon combat, c'est d'éduquer mon enfant de la même manière et de donner ce que je peux donner grâce à mon rap ou grâce à ma prise de parole à tous ces gamins. Mais c'est super difficile. Moi, je ne fais pas le poids face à des artistes rap qui vendent des millions et des millions d'albums. Mais ces gens-là ont une responsabilité. Aujourd'hui, ils n'y font pas face. Et voilà les gamins que vous retrouvez aujourd'hui dans les quartiers. Et c'est faux de croire que l'école de la République pourra faire quoi que ce soit. C'est pas un enseignant dans une zone prioritaire avec 30 gamins dans une classe qui pourra essayer de réorienter tous ces gamins. Il faut vraiment faire un énorme travail sur les 10 ans à venir en France, parce que sinon, ça va être pire qu'aux États-Unis. Juste quand on peut être rappeur aujourd'hui et défendre la police, défendre la France, parce que vous l'avez dit, vous êtes menacé sur les réseaux sociaux, vous êtes énormément menacé, tout simplement parce que vous défendez ces valeurs. On peut être rappeur aujourd'hui et défendre la France, ou alors vous êtes mis de côté? Mais c'est pas on peut. J'ai fait ce choix, je l'assume. Maintenant, moi, ce qui me choque en France, c'est comme j'ai dit hier à un de vos confrères, où sont les gros sportifs, où sont les gros chanteurs, où sont les gros acteurs? Hier, avec moi, il y avait qui? Il y avait Monsieur Lanvin. Mais ils sont où les autres? Les autres sont où? Tous ces gens-là qui touchent des millions de personnes, c'est à eux de prendre la parole, c'est à eux de calmer les choses. On vit dans un pays où tout le monde est en tension. Mais on est tous sous le même drapeau, les musulmans, catholiques, les juifs, nous sommes tous sous le même drapeau. Il va falloir arrêter, il va falloir canaliser tout ça, il va falloir tout réorienter et tout reconstruire aujourd'hui. Il faut le faire et dès maintenant. On ne peut pas attendre des prochaines présidentielles. On ne peut pas attendre tout ça. C'est maintenant que ça se joue. Je voudrais votre réaction, Jean Messia, que vous réagissiez à ce que vous entendez depuis tout à l'heure avec ce jeune rappeur qui dit « Voilà, moi, mes valeurs, c'est ça, j'ai envie de les défendre. » Mais en même temps, on me met de côté dans l'univers musical parce que c'est pas ces valeurs que défendent les rappeurs, normalement. D'abord, je vous tire mon chapeau, monsieur, pour ce que vous faites. C'est admirable. J'ai été très ému d'entendre votre témoignage et très admiratif aussi du combat que vous menez dans un milieu qui n'est pas nécessairement favorable à vos idées. Vous êtes au demeurant l'illustration vivante de ce que je dénonce. On a eu des tas de débats ici sur le rap et la violence dans le rap et la haine contre la France, contre les flics, etc. Eh ben, monsieur, en ayant un rap, on va dire, un peu plus raisonnable, un peu plus patriotique, un peu plus amoureux de la France, de ses institutions, etc., vous voyez ce qu'il subit. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc c'est une illustration emblématique du discours que je tiens à l'encontre du showbiz de manière générale et du rap de manière particulière. Mais je partage totalement votre constat. Le problème, si vous voulez, c'est que cette politique-là que vous appelez de vos voeux, elle nécessite des moyens considérables. Je suis d'accord avec vous également sur les places de prison. Je dis depuis toujours que ce qui verrouille le système, outre l'aspect qualitatif, c'est-à-dire l'aspect idéologique d'une certaine magistrature, qui effectivement met dehors, attire l'arigot des jeunes parce qu'elle les considère comme des victimes, il y a également en bout de chaîne le nombre de places de prison, parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un dans une prison si les prisons sont pleines. Donc les magistrats sont parfois obligés d'aménager des peines, voire de les libérer, parce qu'il n'y a pas. Donc pour déverrouiller le système, il faut mettre en construction
proposition 20, 25 000, 30 000 places de prison supplémentaires. Alors on va me dire que ça coûte de l'argent. Mais si on est en train de m'expliquer que la 6e ou la 7e puissance économique mondiale est infoutue de construire 25 000 places de prison, mais alors où va-t-on ? Où va-t-on ? Juste un dernier mot avec vous, Chaotique 747, puisque c'est votre nom de rappeur. Que vous disent les autres, les stars du rap, quand vous avez des échos sur ce que vous faites, elles vous disent quoi ? Écoutez, j'ai quand même réussi à travailler avec certaines stars que j'aime énormément, comme Shuriken du groupe IAM, ou comme Soprano d'ailleurs, qui est venu sur un de mes clips en faveur des enfants malades. Mais après, le monde du rap, c'est un monde aujourd'hui qui me met à l'écart parce que je porte ces paroles-là. De bosser avec Booba Booba, alors, on va parler de Booba. Moi, Nick Conrad peut-être. Alors, quand Booba a été reçu d'ailleurs chez Cyril Hanouna, il y avait Bruno Pomar. Et quand Bruno Pomar, moi je me souviens, quand Bruno Pomar il a tendu la main à Booba en disant s'il vous plaît, vous touchez des millions de personnes, on a besoin de vous. Ben Booba a rigolé. Parce que ces gens-là, c'est normal quelque part. Ils pensent à faire de l'argent, à vendre leur album. Ils se sont construits une ligne directrice dans leur rap qui est d'un autre sens. Moi, je travaille. J'ai un salaire et je me fous du rap, je me fous du monde du rap et de la gloire. Moi, ce que j'aime, c'est que si un gamin écoute ma chanson, qui n'est pas d'insulte, qui ait une certaine orientation, monsieur, et que ça le fasse réfléchir. Par contre, juste, moi, j'aimerais vous poser une question. On m'offre une tribune. Allez-y. Je saisis ma chance. Vous savez, il y a deux endroits pour moi dans lesquels les gens se retrouvaient à l'époque. Bien sûr, il y a le sport. Mais le deuxième endroit, quand je parle avec les anciens, ils me disaient l'armée. Il y avait le juif, le musulman, le catholique qui passaient les diplômes, les permis conduire, tout ça. Pourquoi on ne remet pas l'armée maintenant ? Merci. Merci. Deuxièmement, à l'armée, nous avons des très jeunes retraités. Les jeunes retraités, après, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils vont dans les agents, soit ils deviennent agents de sécurité ou autre. Nous avons besoin de centres fermés avec ces mêmes jeunes retraités de l'armée, parce qu'ils vont apprendre à ces gamins la Marseillaise, à faire leur lit. Ils vont apprendre à être polis. Du moment où les gamins ne respectent pas leurs propres parents, comment voulez-vous que ces gamins-là respectent les enseignants ? Comment voulez-vous que ces enfants-là, ces gamins-là respectent le policier, le pompier ? Et vous savez ce que c'est l'avenir de la France à cette heure-là ? Il y a 2 policiers qui sont morts. Il n'y a pas eu de révolte. Le jour où un pompier perdra la vie en intervention, à partir de là, ça risque d'être un point de non-retour. Donc, soit le gouvernement, moi je ne suis pas pro ou anti-Macron, je ne suis pas du tout ça, moi je reste un humain, simple. Mais soit on fait quelque chose dès maintenant, on a besoin de 3 prisons, une nord, une centre, une sud. Dès maintenant. Soit on fait les choses et on rouvre le débat sur le service militaire obligatoire et sur des centres fermés pour réorienter ces jeunes dès maintenant. Soit l'avenir de la France dans les 10 prochaines années. Il faut vous présenter à la présidentielle, parce qu'on a besoin de monde en ce moment. Allez-y. Je ne sais pas si je me présenterai. J'aime beaucoup la politique. Pour l'instant, je suis dans la musique et je suis bien dans ce que je fais. Mais je vous promets que les 10 prochaines années en France... Laissez-le finir. Merci, Chaotique 747. Quand vous repassez à Paris, venez sur ce plateau. Je vous invite et puis ça sera intéressant de vous avoir en direct sur le plateau pour débattre avec les gens qui sont là parce que vous avez un discours qui est intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Frédéric Lagache, quand vous entendez ce discours, honnêtement, ça fait du bien. Bien sûr que ça fait du bien. Bon, j'en ai discuté hier avec lui, parce que bon, moi-même, j'ai été surpris. On l'a invité, bien évidemment, à la manif. C'est pas pour rien si on l'a invité. C'est parce qu'il a un vrai discours. Et il a surtout aussi un vrai courage, parce qu'il est sur un schéma inversé de ce que peut développer le rap. Et au-delà de ça, le fond qu'il développe, c'est le principe de réalité. C'est ce qui manque. Il parle d'une France fracturée. Et il envoie un signal d'alarme pour relever la France, mais en fait, il fait des propositions. Et ces propositions, c'est ce qu'on a en partie déjà fait. Et donc, à un moment donné, est-ce qu'on va au bout ? Parce qu'il dit une chose. Il dit, attention, si rien n'est fait, on va au pire. Et le pire, il faut l'éviter. Alors maintenant, est-ce qu'on s'y engage ? Parce que c'est le débat, c'est ce que je lançais tout à l'heure. Est-ce qu'on s'y engage ? Ou est-ce qu'on attend le pire ? Maintenant, le débat est plus chez nous. Le débat, il est chez les politiques et notamment... J'ai juste une petite question. Au lieu d'avoir confié la chanson de l'Euro 2021 au rappeur anti-français Youssoupha, pourquoi la Fédération française de football ne lui a pas confié la chanson de l'Euro 2021 ? Alors, on va pas faire cette polémique, mais juste pendant qu'on parle, on dit qu'on a Aurélien Lecoq qui est avec nous de la France Insoumise, qui nous regardait visiblement. Bonjour Aurélien Lecoq, merci d'être avec nous, orateur de la France Insoumise. Heureux de vous faire intervenir dans l'émission, parce que depuis tout à l'heure, on va dire les choses dans la France Insoumise, elle est massacrée par les
gens qui sont autour de cette table. Tout le monde dit que c'est honteux ce qui a été dit hier par Jean-Luc Mélenchon. Je vais peut-être laisser Jean Messia dire ce que vous pensez, et puis après Aurélien Lecoq va répondre. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit hier Mélenchon? J'étais évidemment outré comme beaucoup de personnes, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle. Si par malheur il devait être élu, ça deviendrait le chef de l'État, et donc le chef des forces de l'ordre qui incarne l'État. C'est parler de factieux. Voilà. Comment peut-on, lui qui se mobilise, il dénonce une manifestation revendicative, mais vous en connaissez beaucoup, vous, des manifestations qui ne sont pas revendicatives. Elle est revendicative comme n'importe quelle. Aurélien Lecoq, alors pourquoi cette manif-là, elle est vitupérée et vilipendée de la sorte par votre chef, quand lui-même s'éprend de toutes les causes possibles et imaginables? Alors Aurélien Lecoq nous l'explique. Allez-y Aurélien. Moi, je crois tout au contraire que Jean-Luc Mélenchon, hier, en tant que candidat à la présidentielle, a aussi quelque part sauvé l'honneur d'une bonne partie de la classe politique, parce que ce qui s'est passé hier est grave, et Jean-Luc Mélenchon, en ne se rendant pas d'une part à la manifestation et en tenant sa conférence de presse ensuite, s'est plutôt posé comme le garant et le défenseur de la République, parce que, voyez-vous, Monsieur Messia, quand on organise une manifestation devant l'Assemblée nationale, avec le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire un représentant de l'exécutif, et que l'on demande aux parlementaires devant l'Assemblée de faire pression pour mettre la pression et critiquer et même remettre en cause le fonctionnement de notre institution judiciaire, c'est quelque chose de très grave. C'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Ça aurait été une manif de migrants avec un ministre, vous auriez applaudi, alors arrêtez. Qu'il y a un débat sur la sécurité, c'est une chose. Et nous, on a aussi des propositions à faire sur la question de la sécurité. Il y a évidemment des choses qu'il faut modifier sur la question de la sécurité. Nous, à la France Insoumise, on défend l'embauche de 10 000 policiers. On défend le fait qu'il y ait 25 centres de formation, et non plus, comme c'est le cas actuellement, on prolonge les formations. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin d'une évolution dans le fonctionnement de notre police, qu'on a besoin de réformes sur la question de la sécurité, qu'on peut ainsi remettre en cause l'état de droit et la République. Et alors, je crois que Jean-Luc Mélenchon, délégué général Alliance Police, Aurélien, Frédéric Lagache vous répond. Écoutez, ce débat, c'est un non-débat, parce que malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le connaît. Dès l'instant où l'ADN de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire que les policiers sont des barbares, on n'a rien à lui dire. Et le débat est terminé, le débat est clos. Ça veut dire que que peut faire le policier, monsieur, je ne vous ai pas interrompu, respectez-moi s'il vous plaît. Et donc, dès l'instant où Mélenchon dit que les policiers sont des barbares, il n'y a plus de débat. On peut faire ce que l'on veut, on peut faire le bien, on peut faire le mal. De toute façon, ça sera toujours la même chose avec Jean-Luc Mélenchon. Et je rappelle une chose, combien pèse aujourd'hui sur le plan démocratique, parce qu'il est passé à une élection, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de ce genre de personnes dès lors où il ne correspond qu'à une infime minorité aujourd'hui de citoyens. Je rappelle quand même. On laisse répondre Aurélien après. Je rappelle que lorsqu'il critique Alliance, nous sommes passés par le débat. Attendez, Aurélien, parlez pas en même temps. Je vous redonne la parole après. Et lorsque son parti critique Alliance Police Nationale et notamment son secrétaire général, je rappelle que nous sommes passés, nous aussi, par les urnes et nous pesons 40% des policiers de ce pays. Et nous n'avons aucune, je dis bien aucune, leçon à recevoir de la France Insoumise et encore moins de Jean-Luc Mélenchon. Alors, la réponse d'Aurélien Lecoq, orateur de la France Insoumise. Aurélien, allez-y. Bon, je vois qu'il ne fait pas bon être démocrate et républicain sur ce plateau. Non, monsieur, vous ne pesez pas 40% du pays. Vous pesez peut-être 40% des votants au sein de la police nationale. Et c'est tout à fait votre droit. Vous êtes une instance représentative au sein de la police nationale. Jean-Luc Mélenchon, lui, est candidat à l'élection présidentielle. Vous le savez, il l'a déjà été en 2017. Il a fait 19,6%. Il a récolté près de 7 millions de voix. Donc, ne considérez pas que rien ne représente rien. Et ensuite, c'est vous ne voulez pas débattre. Vous dites on ne peut de toute façon pas discuter avec Jean-Luc Mélenchon. Mais monsieur, le cœur de la démocratie, et y compris la façon dont on gère notre police, c'est évidemment une question politique et c'est évidemment un débat qu'on doit avoir. Donc, pour remettre un peu de calme et de sérénité, moi je vais vous dire très simplement quelle est notre position, quelle est notre vision de la situation. Oui, aujourd'hui, il faut répondre aux besoins de sécurité, à la demande de sécurité et de la population et des fonctionnaires de police. Et pour ça, nous avons des propositions. Nous proposons d'augmenter le nombre de fonctionnaires de police pour l'amener de 10 000. Nous proposons d'allonger la formation et de la passer de 1 an à 2 ans. Nous proposons
d'augmenter le nombre de centres de formation pour le passer de 10 à 25. Nous proposons de mettre en place une police de proximité. Donc nous avons des propositions à faire à la police nationale. Mais nous proposons aussi, monsieur, nous proposons aussi justement pour sortir de cette situation. Et parce que contrairement à monsieur Zemmour et Messia, nous ne voulons pas de la guerre civile. Nous, ce que voulons, c'est la paix civile. Et pour avoir la paix civile, il faut réussir la désescalade. Il faut réussir à apaiser les choses entre la police et la population. Pour ça, il faut faire de la prévention, il faut faire de la police de proximité, il faut changer aussi les missions de la police, faire en sorte que on ne soit plus toujours dans la politique du chiffre, toujours à courir après des boulettes de chiffres. Juste Prisca Thévenot qui n'a pas pris la parole, veut vous parler. Porte-parole de La République En Marche, elle a quelque chose à vous dire. Oui, bonjour monsieur. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas dans votre position. C'est que là, hier, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, n'a pas été à la manifestation, c'est son droit. Je pense plutôt que c'était une démarche plutôt lâche. Parce qu'il sait très bien qu'il n'aurait pas été très bien reçu à cette manifestation. Justement, pour toutes les raisons. Je vous ai laissé parler, merci. Je vous ai laissé parler. Et après, comme ça, après, vous pourrez répondre. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que là, vous vous présentez comme les défenseurs de nos institutions. Super, grand bien nous fasse. Mais que s'était-il passé il y a 2 ans exactement, quand Éric Drouet appelait à aller marcher sur l'Élysée, appelait à rentrer dans l'Élysée? Qu'avait-il fait, monsieur Jean-Luc Mélenchon? Il avait non seulement applaudi des 2 mains, mais en plus, il s'était targué d'une tribune où il remerciait Éric Drouet. Alors maintenant qu'il vient de nous donner des leçons de civisme, excuse-moi, ah bah bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Le représentant de l'exécutif, non, ce n'est pas le cas. Je suis désolé, mais ça n'a strictement rien à voir. Vous voyez bien que quand Gérald Darmanin, votre ministre de l'Intérieur, représentant de l'exécutif, manifeste devant le Parlement, demandant à ce que les policiers aient un droit de regard sur ce que fait la justice, et ce sont même et assistant à la prise de parole de syndicalistes policiers qui le demandaient voilà la France Insoumise qui est contre les syndicats, c'est génial. Il faut faire sauter les digues de la loi et de la Constitution. Des syndicalistes qui disent que le problème de la police, c'est la justice. Quand vous avez le ministre de l'Intérieur, le représentant de la force publique, qui va manifester devant le Parlement, alors même que le ministre de la Justice est à l'intérieur pour débattre avec le parlementaire pour faire pression, oui, je le dis, c'est une démarche factieuse, c'est une démarche anti-républicaine. Et ce qu'a fait Gérald Darmanin hier, c'est franchir une ligne rouge. Et heureusement que dans ce pays, Jean-Luc Mélenchon est là pour défendre les institutions de la République, pour défendre la sécurité. On laisse répondre Maxime Thiébaut, Jean Messia, et après vous reprenez la parole. Quand on aime la police de la République, on la désarme pas. Ce qui se passe par exemple à Villejuif, où vous retirez les moyens de force intermédiaire, le LBD, le taser, la brigade canine, vous désarmez la police. Vous êtes en train de créer une police sans armes, c'est-à-dire une police vulnérable et une police qui ne fera pas appliquer la loi de la République. Donc ne dites pas de vous la défendre. Aurélien Lecoq vous demande de quelle force de police Jean-Luc Mélenchon? La police municipale. Voilà, la police municipale. C'est le maire PCR. Jean Messia, je vous redonne la parole pour conclure, Aurélien. Jean Messia. Face à la délinquance, face à des hommes armés, est-ce à la police municipale d'agir? Soyez un peu conséquent, monsieur, en termes de sécurité. C'est à la police nationale de s'en charger. Mais jamais Jean-Luc Mélenchon n'a dit qu'il voulait désarmer toute la police. Il a dit qu'il fallait désarmer autant que possible les forces de l'ordre qui intervenaient dans les manifestations. Parce que justement, nous ne voulons pas de fabuleux. Vous êtes. Alors, Jean Messia, il nous reste 30 secondes et on a débordé en plus. Monsieur, vous êtes fabuleux. Vous êtes juste en train de nous expliquer que la prise de parole est plus grave que la prise de l'Élysée. C'est quand même extraordinaire. Quant au problème entre la population et la police, il n'y a pas de problème entre la police et la population. Il y a un problème entre la police et une certaine population qui se trouve être votre électorat. C'est bien pour ça que vous n'étiez pas là hier. Parce que l'écrasante majorité des problèmes qu'il y a entre les flics et la population, c'est effectivement la population qu'il y a dans certains territoires. Quelle population, vous demande Aurélien, parce qu'on n'entend pas bien. Les populations qui sont dans les territoires de non-France, les populations d'origine immigrée, c'est eux qui provoquent certaines... Oui, parce que certaines immigrations sont plus criminogènes que d'autres, c'est un fait. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre la police et la population. On est obligé d'arrêter. Je suis désolé, on a débordé. Merci Aurélien de nous avoir appelé. C'était pas prévu, mais voilà, c'est ça le direct aussi. Et c'est pour ça qu'on aime cette émission. Merci à tous les quatre. Merci de m'avoir accompagné. Merci à Aurélien Lecoq qui était également avec nous, orateur de la France Insoumise. Et nous, on se retrouve dans le calme, comme tous les jours, demain à partir de 10h35. Bye bye, à demain.